bonjour à tous. On va changer un peu de sujet par rapport au thème un peu général de cette conférence qui est sur le métaverse. Je vais parler un peu plus de crypto et de finances décentralisées. Il y a un lien avec le métaverse, mais je vais en parler un peu après. Donc, je m'appelle Oliver Yates, je suis le CEO de la société Shield Market. Et nous, on est l'interface des institutions et des corporates dans l'univers crypto. Alors, je vais commencer en vous disant que la finance est au service de l'économie, en tout cas en théorie. Parce qu'en pratique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quasiment 30% de la population mondiale n'a pas accès à un compte en banque. Et également, le fait que les services financiers sont fortement centralisés, c'est principalement des très grosses banques ou des très grosses institutions qui proposent des services, qui concentrent tout le risque. Et l'intégralité du système est relativement opaque. Et souvent, il y a des perdants. Alors, le concept de la DeFi, ou ce qu'on appelle la finance décentralisée, en fait, Decentralized Finance, le concept, c'est de reconstruire Wall Street de zéro sur des bases un peu plus saines, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, le système actuel, il est plutôt lent. Un transfert monétaire, ça prend plusieurs jours. Il est cher, parce qu'il y a pas mal d'humains qui sont impliqués dans chaque transaction. Et surtout, il est opaque. Comment fonctionne une banque? Qui prend de l'argent à quel moment? C'est pas forcément clair. Donc, le concept, c'est de trouver un système qui soit rapide, qui soit économique et puis surtout qui soit transparent pour tout le monde. Donc voilà, c'est quand on entend parler de tout cet univers de tokens, souvent c'est voilà, on arrive dans ce genre de sujet-là. Et alors, le but de tout ça, en fait, à terme, c'est d'arriver sur un système qui repose sur la blockchain aujourd'hui. C'est ça concrètement. Et alors, pourquoi utiliser la blockchain pour recréer la Wall Street de zéro? L'idée, c'est que premièrement, il n'y a plus besoin de tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'était l'être humain dont je parlais tout à l'heure qui valide manuellement une transaction chaque soir sur un Excel. Il n'y a plus besoin de ça. Donc si on enlève ça, il n'y a plus besoin de 3 jours pour transférer quelque chose. Il n'y a plus besoin de faire confiance à des acteurs en différentes banques et c'est moins cher. Le deuxième intérêt, c'est que tout est auditable. En fait, si on utilise une blockchain publique, c'est une technologie qui permet de voir l'intégralité des transactions qui ont eu lieu dans le passé et de se dire, bon, bah, c'est bon, tout a eu lieu dans le bon ordre, il n'y a pas besoin de valider chaque soir. C'est pareil, c'est la technologie qui garantit ça. Et enfin, un concept qui est quand même vachement important. Je parlais tout à l'heure du fait que la finance aujourd'hui, c'est quand même concentré en termes de mécanismes par des banques. Bah là, c'est des protocoles qui sont open source. Ce qui veut dire que c'est la communauté qui décide des règles du jeu pour tous les mécanismes de ces nouveaux marchés financiers. Ce qui veut dire qu'on choisit les règles et ensuite on y participe, mais au moins c'est juste et on sait ce dans quoi on s'engage. Alors, évidemment, ce concept de DeFi, et je vais vous montrer quelques exemples après, mais il y a encore des progrès à faire aujourd'hui. On n'y est pas encore. Tout le concept que je vais vous montrer, c'est bien beau, mais ça reste assez théorique. C'est-à-dire que ce qui manque déjà aujourd'hui, c'est quand on participe à un réseau comme ça, c'est un peu comme quand on se connectait à des réseaux de téléchargement de films illégaux en peer-to-peer il y a 10 ans. Je sais que ce n'est pas forcément une super comparaison, mais c'est un peu ça. On se connecte, on ne sait pas trop qui y a de l'autre côté, et on est quand même en train de transférer de l'équivalent d'argent sur ce réseau-là, ce qui, bon, côté conformité, on n'est pas encore au top, surtout pour des entreprises. Le deuxième problème, c'est que l'accès et l'intégration à ces services-là est quand même sacrément compliqué. Il faut des connaissances techniques, il faut être capable de mettre un peu les mains dans le cambouis, il faut avoir la volonté de le faire aussi. C'est quand même un peu plus simple d'appeler son banquier, de le laisser faire les choses. Il y a des risques de bugs et de piratage sur ces services-là, puisqu'en fait, c'est juste des protocoles qui sont déployés sur des ordinateurs de tout le monde. Il faut pouvoir contrôler ce code, mine de rien. Et enfin, niveau capacité de traitement, vous vous doutez, chacun d'entre vous, vous faites des traitements par carte bancaire, vous faites des virements. Enfin, c'est assez lourd le service financier aujourd'hui. Et le mécanisme DeFi dont je parlais juste avant, il n'est pas encore, on va dire qu'il n'est pas encore au top de ses capacités. Donc on ne pourrait pas remplacer tout le système actuel par ça aujourd'hui. Mais il y a déjà de gros cas d'usage, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce phénomène qui peut sembler relativement obscur, la DeFi, il y a déjà des cas d'usage employés par des pros et par des particuliers dans l'économie réelle pour se financer. Et le premier dont je vais parler, c'est quelque chose d'assez basique, c'est le transfert d'argent, le transfert de devises, mais un transfert plus rapide et moins cher. Je m'excuse pour la qualité des slides, ce n'était pas du tout un but marketing, je voulais juste faire des petits schémas basiques. Mais en gros, aujourd'hui, si l'un de vous décide de transférer de l'argent à un autre compte en banque, bon, vous avez utilisé Lydia, vous savez que c'est en théorie instantané, mais en fait, en pratique, un transfert bancaire, ça prend au moins 3 jours. Entre les deux banques, entre le moment où l'argent il est émis, l'argent il est réceptionné, ça prend 3 jours. Donc ce qui se passe, c'est que l'un de vous va se connecter à son compte en banque, va dire à son compte en banque, je veux envoyer 1000 € à Adam. Okay, la banque va se connecter sur le réseau SWIFT. C'est un énorme réseau interbancaire sur lequel tout le monde peut transférer de l'argent.
Ce réseau-là, ça prend à peu près 3 jours à être traité, parce qu'en fait, il y a plein d'humains qui vérifient à chaque fois, OK, est-ce qu'on a bien débité 1000 euros de ce compte? OK, on va ajouter 1000 euros ici. Et à chaque fois, il faut vérifier plusieurs fois pour ne pas faire disparaître de l'argent ou en faire apparaître de nulle part. La banque, de l'autre côté, va réceptionner ça, ce signal-là, va vérifier que c'est bon. Et enfin, l'autre personne, Adam, aura bien 1000 euros sur son compte en banque. Donc ça prend des plombes, c'est super lent, c'est assez cher. De toute façon, si vous avez déjà fait un virement, vous savez que ça peut prendre du temps. C'est encore pire quand on passe à l'international. Maintenant, on va prendre l'exemple sur la DeFi. Donc, comment ça marche? Vous avez un wallet, vous avez créé, vous avez une clé privée sur une blockchain. Et dessus, vous avez ce qu'on appelle un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est un jeton qui représente, on va dire, 1 euro ou 1 dollar. C'est indexé dessus. Et ensuite, vous dites, bon, bah, je vais envoyer 1000 stablecoins euros à Adam. Bah, vous signez cette transaction directement, enfin, votre logiciel la signe, et en 5 minutes, Adam a réellement reçu les 1000 stablecoins. Il n'y a pas, c'est pas un artifice, c'est pas une avance, c'est pas un crédit, c'est vraiment, l'argent est là, sur l'autre compte. Il n'y a pas eu besoin d'intermédiaire de confiance, il n'y a pas eu besoin de 3 banques, d'un système coûteux, d'être humain. C'était garanti par la blockchain. La transaction est garantie par le fait que la blockchain garantit tout ce qu'il y a dedans. Et donc, comment est-ce que le stablecoin est indexé sur 1 euro? Ça, il y a plein de façons de faire. Ça peut être aussi bête que vous me passez 1 euro en vrai et moi, je vous crée un jeton sur la blockchain et je dis quiconque me ramène ce jeton, je lui rendrai 1 euro. Mais il y a aussi des choses plus sophistiquées. En tout cas, on a gagné beaucoup de temps quand même. Un deuxième cas d'usage qui est assez intéressant, c'est le prêt. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà dû contracter un prêt, que ce soit pour une entreprise ou même dans le cadre de leur boîte, fait de la dette à plus haut niveau. Mais l'idée, c'est que d'un côté, une banque va accumuler des dépôts de participants, par petits tickets, et puis de l'autre côté, va redistribuer ça sous forme de prêt à d'autres participants, à d'autres clients de la banque. Donc la banque contrôle absolument tout, qui a le droit de le faire, qui a le droit d'y accéder, les taux, tout ça c'est contrôlé. C'est contrôlé parce que c'est quand même risqué de prêter de l'argent, et ils peuvent se retrouver en défaut, il faut faire gaffe. Mais ça veut aussi dire que souvent ils sont assez stricts sur les règles. Le tiers de confiance, encore une fois, c'est l'être humain. C'est non seulement les banquiers, mais aussi les personnes au milieu qui vont vérifier que chaque mois, les montants sont bien remboursés, faire les coups de fil. Voilà, ça prend de la force humaine. On retourne dans l'univers de la blockchain, sur la DeFi. On va prendre un exemple de protocole comme Aave, qui est assez gros aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui veulent prêter, il y a des gens qui veulent emprunter. Et ils seront mis en relation dans une marketplace et le prêt se fera de façon automatisée, mais surtout, il y a un algorithme qui va vérifier à tout instant, OK, est-ce que monsieur Intel a la capacité de rembourser tous les autres à chaque instant? Et c'est cet algorithme qui va faire les remboursements. En fait, les algorithmes prennent le rôle de tous les êtres humains qui manuellement vérifient ça. Et encore une fois, c'est pas possible de tricher parce que je vais pas faire une présentation sur la blockchain, mais l'idée c'est qu'on peut pas modifier ce qui s'est passé dedans. Personne ne peut venir et contrôler ce qu'il y a dedans. Donc le tiers de confiance, c'est plus l'être humain. Encore une fois, c'est l'algorithme. Donc ça coûte vraiment pas cher. Deuxièmement, beaucoup plus de personnes peuvent y participer parce que c'est la communauté qui décide des règles. Et troisièmement, c'est plus rapide. Je veux dire, on peut avoir un prêt en 12 secondes, quoi, et le gérer comme ça. Je sais que je rentre pas dans le détail, je fais quelque chose de c'est très haut niveau, mais c'est quand même ça le concept. Alors, ça, je vais même pas essayer de vous décrire, mais vous avez tous entendu parler des bourses, ce que c'est que le trading, l'échange. Le système boursier aujourd'hui, c'est quand même vraiment très compliqué. Il y a un tas de parties prenantes qui ont tous un rôle très spécifique. Mais ce qui est important, ce qu'on peut voir sur le schéma en haut, c'est qu'à chaque fois, c'est des délais, à chaque fois, c'est les êtres humains qui valident des choses. C'est pour ça que ça coûte cher, en vrai, de trader les actions. Et si on vous dit acheter des actions zéro commission, sachez qu'il y a un prix qui est quelque part. On ne vous le dit juste pas du tout. Mais voilà, l'idée, c'est qu'une vraie transaction, ça prend 3 à 5 jours. Une action, ça prend 3 à 5 jours à être livrée. C'est super lent. Croyez-moi, je viens de ce milieu-là, c'est très lent. Maintenant, regardez le schéma en dessous. Ça, c'est un protocole sur la blockchain, qui s'appelle Uniswap. L'idée, c'est on a pris le truc au plus simple possible. Il y a deux personnes qui veulent échanger, je sais pas, une action Peugeot, une action Renault, j'en sais rien. Et le protocole va juste littéralement échanger les deux actifs entre les deux wallets. Il n'y a pas 45 intermédiaires. Le prix est fixé et transparent par l'algorithme. Ça a pris encore une fois 5 minutes et pas 5 jours et ça a coûté beaucoup moins cher. Conceptuellement, encore une fois, ce qu'on retrouve, c'est que le tiers de confiance, c'est plus l'être humain, c'est plus le banquier, c'est plus le trader, c'est plus le courtier. C'est juste un algorithme. Et si on connaît le code de l'algorithme, comme on sait que la blockchain, c'est incassable, en théorie, on a confiance dans le fait que les transactions se passeront toujours. Surtout, très important, le plus gros risque en finance, c'est que vous envoyez de l'argent à quelqu'un qui ne vous renvoie jamais ce qu'il vous doit. Là, c'est pas possible. C'est atomique comme transaction. Soit ça se passe dans les deux sens, soit ça se passe pas. C'est mathématique. Un autre cas qui est assez intéressant et encore relativement méconnu du grand public, vous avez peut-être des comptes épargne. En général, on ne touche pas grand-chose dessus et souvent les gens aujourd'hui vont sur des classes d'actifs un peu plus risquées pour avoir du retour. En crypto, en DeFi, c'est assez facile d'avoir 6% d'épargne. Il y a même des gens qui se tapent du 15% par an.
mais vraiment de façon passive, hein. C'est en achetant des cryptos, en les laissant traîner dans un compte. Ça peut sembler être une grosse arnaque, et honnêtement, en entendant ça, moi je suis pas très assez d'accord aussi. Ce que je vais vous présenter là, c'est transitoire, c'est dû au fait que la crypto aujourd'hui c'est émergent. Dans 10 ans, il y aura plus ce genre de taux là, mais c'est intéressant. L'idée, en fait, c'est tout ce que je vous ai présenté avant, le transfert d'actifs, le prêt, le trading ou l'échange. C'est les protocoles qui ont besoin de participants pour fonctionner. Ils ont besoin de personnes qui viennent et qui mettent en jeu leurs propres sous pour garantir qu'il y aura, par exemple, côté prêt, pour faire du prêt, il faut bien qu'il y ait de l'argent qui vienne de quelque part. Pour l'échange, c'est pas mal quand il y a un marché qui est liquide, c'est-à-dire qu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs. Donc vous venez, vous mettez un peu de crypto A à l'achat, un peu de crypto B à la vente. Et il y a un troisième concept qui s'appelle le staking. L'idée, c'est juste qu'on bloque ces crypto-monnaies, on les met en jeu sur une blockchain et on participe activement à la blockchain. C'est vraiment une façon de dire je contribue à cet écosystème, j'ai mis en jeu mes crypto-monnaies pour valider l'intégrité de toutes les transactions qui se passent dessus. C'est un peu comme une autorité, quoi. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails mécaniques de tout ça. Je pourrais dans les questions, justement, c'est un peu ça le but. Mais en bloquant des crypto-monnaies dans ces différents types de protocoles, vous pouvez facilement récupérer 6% par an, 10%, 20% selon les cryptos. À vos risques et périls, évidemment, parce qu'il faut savoir manipuler toutes ces clés-là, manipuler ces cryptos. Et voilà, c'est quand même assez intéressant comme cas d'usage. Évidemment, on peut l'appliquer à l'entreprise aussi, sur des montants bien plus élevés. Il faut juste faire bien gaffe au processus. J'ai fait une petite mention spéciale quand même, parce que c'est une conf métaverse. Alors moi, je suis vraiment pas un expert NFT ou métaverse. Comme vous le voyez, on est beaucoup plus côté trading chez nous. Mais quand même, moi, à titre personnel, ça m'intéresse et je fais des choses là-dessus. Donc le lien, il est assez simple, en fait, ce que je viens de vous présenter, et le métaverse. L'idée, c'est que d'un côté, les NFT, c'est quand même l'idée, c'est des objets qu'on peut utiliser dans un environnement virtuel derrière. Ça peut être un skin d'armes, ça peut être un vêtement, ça peut être n'importe quoi, un meuble, honnêtement, tout. C'est comme n'importe quel objet dans le monde réel. Vous voulez financer votre appartement, vous allez voir une banque. Vous voulez choper plein de meubles pour votre bureau, vous allez voir une banque. Là, c'est pareil. Vous pouvez financer vos NFT grâce à des protocoles DeFi. Il y en a qui existent pour ça. Donc, par exemple, vous voulez, d'un côté, vous possédez un NFT et vous dites, bon, c'est cool, mais ça m'a coûté quand même 500 000 euros. J'aimerais bien avoir de l'argent liquide sur mon compte pour faire des choses. Vous pouvez prêter cet NFT, le mettre en collatéral et récupérer 500 000 euros en prêt, instantané. Je vous garantis que vous allez à la BNP, ils ne vont pas vous faire ça. Deuxièmement, vous pouvez aussi les échanger, vos NFT. Des bourses de NFT, on retourne dans le monde du trading, de la finance. Ça, c'est DeFi. C'est ce genre de lien qu'on voit là. Ensuite, ces NFT, vous les utilisez dans le métaverse. Donc ça, c'est le lien entre NFT et métaverse. Et enfin, dans le métaverse, l'idée, c'est que à terme, on puisse aussi directement accéder à des services financiers depuis ce métaverse-là. C'est pareil, c'est la raison pour laquelle la DeFi existe, c'est parce que les banques ne font pas forcément les choses correctement et n'avancent pas assez vite. Donc là, aujourd'hui, on peut déjà utiliser les services financiers dans le métaverse, avoir des comptes en banque, transférer de l'argent en mode lié à quelqu'un d'autre via des protocoles de DeFi. En fait, c'est super important pour que ce monde-là il fonctionne. Il faut qu'il y ait une sorte de fondement économique. Et c'est la DeFi. C'est ça le lien. Alors, ce qui est sûr dans tout ce que je vous ai présenté, on peut y croire, ne pas y croire. Le train est déjà parti. Je vous montre un graphe que j'ai chopé en ligne c'est un site transparent qui prend toutes les données sur la DeFi, tous les fonds qui sont transférés, tout l'argent qui est bloqué dessus. Le graphe que je vous montre là, c'est la Total Value Locked. Donc en gros, c'est la quantité d'argent qui est déployée actuellement dans des protocoles DeFi. En 2017, c'était nada, c'était rien du tout. On arrive en 2021-2022 et il y a plus de 100 milliards de dollars à tout instant qui sont bloqués sur ces protocoles-là. Donc c'est pas rien, c'est pas une niche, c'est pas anecdotique. C'est un marché énorme, honnêtement, et c'est déjà employé. Surtout le prêt dont je vous parlais tout à l'heure, ça marche vraiment très bien. Le prêt, ça représente, je crois, plus de la moitié de cet argent-là. Ça, c'est un cas qui fonctionne déjà. Alors, il faut quand même que je crée une petite slide sur ma société parce que bon, c'est quand même important. En deux mots, ce que nous on fait, c'est qu'on est la porte d'entrée des corporates et des fonds d'investissement dans l'univers de la crypto. Donc, nos clients, ils vont ouvrir un simple compte chez nous, un seul, et à partir de là, ils auront accès à tout ce que je vous ai présenté avant. Le trading, le prêt, le fait d'avoir un compte épargne. L'idée, c'est qu'on est leur interface et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être experts en crypto pour le faire. On va leur choper les meilleurs prix partout, un peu comme un Expedia de la crypto, et on s'occupe de toutes les opérations. C'est honnêtement ça le plus dur pour nous. La partie trading, c'est la partie qu'on vend un peu stylée, mais le vrai nerf de la guerre, c'est nous qui manipulons les fonds, c'est nous qui les déployons partout, qui les rééquilibrons. Et donc nos clients aujourd'hui, on a certains des plus gros fonds d'investissement aux États-Unis ou en Asie. On commence à avoir des clients en France, mais honnêtement, ce n'était pas notre premier marché. On a pas mal de corporates aussi, des boîtes qui se disent bon, j'ai 10 millions d'euros de trésorerie qui traînent là, qui font rien, l'épargne d'entreprise, c'est un peu pourri. Est-ce que je pourrais pas me protéger contre l'inflation? Hop, on convertit en un stablecoin équivalent, on prête, on se fait 6%. Voilà, pas mal de choses comme ça. Et l'idée, c'est qu'on est, régulé, on est enregistré auprès de l'AMF, on a des comptes en banque un peu partout, on a une équipe de gens sérieux qui viennent du monde bancaire, mais aussi des gens un peu fous qui viennent du monde de la crypto. Et
Et voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai fait un peu plus rapide, il reste pas mal de temps, mais je me disais s'il y a des questions, si vous voulez peut-être en savoir plus sur les différents protocoles que j'ai présentés, les différents concepts, c'est le moment. Ouais. À titre personnel, c'est quoi tes protocoles DeFi préférés, enfin ceux que tu utilises le plus, et pourquoi? Ouais, très bonne question. Alors, à titre personnel, bah, je les ai présentés en fait. C'est ceux que j'ai affichés là, ça venait directement de mes réflexes. J'aime beaucoup AV parce que c'est un protocole de prêt qui s'est pas fait casser jusqu'à présent, mine de rien. Leur code il est solide. Quand on prête des fonds sur un truc comme ça, la plus grosse peur, c'est pas que la personne ne rembourse pas, c'est plutôt que leur algo soit mal fait et que tous les fonds se fassent siphonner d'un coup. Donc, c'est une équipe solide. Il y a des milliards de dollars dessus. Et surtout, ils ont créé un protocole parallèle qui est fait pour les entreprises et les institutions, les gens comme nous. Ils ont ajouté une couche de vérification de conformité pour faire en sorte qu'on puisse, nous, légalement se connecter dessus. Et ça, je trouve que c'est une super initiative et ça marche pas mal aussi. Donc AV, big points pour eux, même s'ils sont en train de prendre cher au niveau de leur capitalisation en ce moment. Uniswap aussi, évidemment, que j'ai présenté dans l'échange. Pareil, c'est une plateforme d'échange qui est quand même liquide, vous pouvez trader pas mal de choses dessus. Après, moi, je ne me connecte pas directement là-dessus. Il y a une autre plateforme française qui est vraiment cool, qui s'appelle Paraswap, gérée par un type qui s'appelle Mounir. Et ça permet il se connecte un peu à tous ces protocoles d'échange-là, juste sur la DeFi, et ça permet d'échanger ces tokens. C'est vraiment orienté pour les particuliers parce qu'il n'y a pas de conformité de vérification dessus. Donc on est dans deux segments vraiment très différents, mais très très stylés ce qu'ils font. Voilà. Bonjour, déjà merci, c'était très intéressant. Et question par rapport donc, au fonctionnement là, dont Oliver tu as parlé par rapport au credit risk. La diminution du risque elle est assurée par le fait que c'est en continu que le prêt est remboursé. C'est ça la chose fondamentale qui fait que c'est moins risqué? Alors c'est une bonne question. J'ai fait exprès de ne pas rentrer dans le détail de la partie gestion des risques dedans parce que c'est un peu ça dépend du protocole. Alors en deux mots, il y a plusieurs types de protocoles. D'un côté, il y en a où ça va être vraiment, c'est basique, c'est primitif. En gros, tu as un token vraiment claqué qui est très volatile et qui vaut peut-être pas grand-chose. Tu dis, je préférais avoir un token dollar que moi je peux utiliser sur plein de plateformes derrière. Tu vas d'un côté collatéraliser, mettre en jeu ton token tout claqué, en surcollatéralisant, tu mets un peu plus que la valeur de marché, et de l'autre côté, tu vas récupérer un prêt en dollars. Donc c'est surcollatéralisé. Donc c'est le risque est géré par le fait que tu as un collatéral qui peut être liquidé à tout instant par la plateforme. Et c'est ça le vrai contrôle. Et le vrai risque, en vrai, c'est si la plateforme, pour une raison ou une autre, a le mauvais prix de marché, le mauvais prix de référence sur l'actif collatéralisé, comment est-ce qu'il liquide. Ça, c'est des vraies problématiques. C'est pas parfait, hein, ce que je disais, la DeFi, il y a encore plein de trucs à faire, mais c'est ça l'idée. Il y a un autre type de prêt, c'est un peu plus Fast and Furious. L'idée, c'est que tu peux emprunter des cryptoactifs pendant le laps de temps entre le minage de 2 blocs. Ce qui veut dire qu'en théorie, ton emprunt n'a jamais eu lieu. Parce qu'en fait, il n'apparaît ni sur le bloc d'avant, ni sur le bloc d'après. L'intérêt, ça, c'est plutôt pour des gens comme nous qui veulent faire du trading haute fréquence, de l'arbitrage. Et là, le risque, enfin la garantie, c'est plutôt le fait que de toute façon, en théorie, l'emprunt n'a jamais eu lieu parce qu'il est écrit nulle part. C'est un emprunt théorique pendant un petit laps de temps. Et donc là, la question, c'est plutôt est-ce que le truc est assez rapide et est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'écriture? Bon, il y a toujours des risques. Et après, maintenant, il y a de plus en plus de protocoles sous-collatéralisés. Et donc là, la gestion des risques, c'est faut bien qu'il y ait des quants derrière, des gens qui aient mis un modèle financier, qu'ils aient plugué dans l'algorithme. Et faut vraiment, c'est important d'aller auditer ce code-là. Et donc, le problème, c'est que le commun des mortels, entre guillemets, et même les gens comme moi qui veulent juste faire un emprunt, on ne sait pas lire un modèle de risque comme ça. Donc, il faut faire confiance un peu à des gens de la communauté qui savent le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ok, cool. Tes clients, ça va être plutôt des instituts, des corporates. Comment ça se passe la discussion? Quelle a été l'évolution de cette discussion récemment? Parce que je suppose qu'ils sont peut-être assez frileux de participer à des protocoles qui ne sont pas KYC. Est-ce qu'ils te cantonnent à peut-être utiliser KAV-ARC ou voilà, comment ça se passe? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai fait je suis passé assez rapidement sur la description de ma boîte, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas connecté à la DeFi non permissionnée. Alors, ce que ça veut dire, c'est que côté finance décentralisée, on va se connecter que à des protocoles où il y a une couche de KYC, de vérification de l'identité derrière, donc AVR, bon, c'est pas annoncé publiquement, on en fait partie évidemment. Mais on est principalement, encore une fois, aujourd'hui, connecté à des plateformes centralisées.
C'est juste notre vision long terme, c'est on se dit de toute façon de plus en plus de ces plateformes centralisées vont être remplacées par de la DeFi. Donc de toute façon, nous on est déjà en bonne position pour être dedans. Donc aujourd'hui, quand on va parler à des corporates, de une, ils sont super frileux, limite que ce soit DeFi ou pas DeFi, à partir du moment où il faut toucher de la crypto, ils sont frileux. Et pour être honnête, c'est pas la plupart de nos clients aujourd'hui, les corporates. C'est un cas que je trouve très cool, mais la plupart de nos clients, c'est des bons gros hedge funds un peu énervés de Hong Kong qui font des gros volumes de trading. Voilà, on va pas se mentir. Le cœur de la discussion, ça va être, OK, comment ça se passe si j'ai 10 millions, j'ai 10 millions de dollars, je veux me protéger contre l'inflation, je veux faire un rendement. Comment ça fonctionne? Et là, on va leur dire, bon, bah, on va trader en premier, on va convertir ton dollar en un token dollar. Donc, une première risque, bah, OK, ce token dollar, il est backé par qui? C'est quoi mon risque de contrepartie? Là, ça peut déjà bloquer. Ensuite, OK, mettons qu'ils soient d'accord. Maintenant, ce token dollar, on va aller voir un peu partout, le déployer sur plein de plateformes et le prêter concrètement, ou le staker ou autre. Là, c'est pareil. Comprendre le risque de contrepartie à chaque fois là-dedans, c'est un enfer. Donc, honnêtement, aujourd'hui, il y a un manque de modèles. Nous, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de boîtes qui vont bloquer à ce moment-là. C'est souvent les fintechs qui vont plus prendre le pas là-dessus parce qu'ils ont des gens avec un backing de banque qui ont été dans le back-office, dans du trading, qui se disent bon, on peut comprendre, il y a un risque, on va pas le quantifier exactement, on va mettre une limite max et on va y aller. Donc ça se passe, mais pas forcément hyper vite ni hyper fluide. Voilà. Donc là, on voit que la recherche de rendement, quand même, et que ce soit pour les corporates ou les particuliers, c'est quand même central. Est-ce que vous voyez un lien à venir avec les citoyens, l'économie plus réelle, pour, par exemple, contracter un prêt à la consommation ou autre? Absolument. En fait, d'ailleurs, tu remarqueras que sur les slides d'avant, je représentais pas nécessairement des entreprises, en fait, c'était très général parce que n'importe qui peut accéder à ça en théorie. C'est galère, mais n'importe qui peut y accéder. Et moi, c'est ça le vrai enjeu, enfin nous qu'on voit dans la boîte, en tout cas chez Shield Market, sur tout ce qui est en train d'être créé dans la DeFi, c'est, si on remonte sur le tout début, il y a un truc moi qui me choque quand même beaucoup, c'est le fait que voilà, 30% de la population des adultes dans le globe n'ont pas accès à un compte en banque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à des simples services de crédit, de transfert d'argent. Et pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des grosses banques centralisées, c'est trop cher pour ces banques-là d'aller déployer des services dans des endroits où le panier moyen est trop petit, où le coût d'acquisition est trop élevé, tous ces problèmes-là. Parce que derrière, il y a besoin de 40 000 êtres humains pour valider chaque transaction. C'est toujours le même problème. Donc l'enjeu, en fait, on peut reprocher, il y a plein de problèmes dans la blockchain, la DeFi, des histoires de pollution, de spéculation, il y a plein de problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que le concept, c'est quand même de donner accès à un système financier plus inclusif à plus de monde. Parce que c'est juste moins cher, tout simplement. Donc ouais, ça c'est le vrai enjeu. Et même nous, à notre échelle, comment est-ce qu'on fait ça? Aujourd'hui, nous on bosse aussi avec des fintechs qui, elles, sont face clients particuliers, parce que nous on n'a pas de clients particuliers. Et on leur permet de proposer des produits crypto à leurs clients, en mode de l'épargne, du trading, des choses, parce que la crypto, derrière, ils peuvent s'en servir pour faire des remittances, donc des envois d'argent vers leur pays natal ou des choses comme ça, plus rapides. Donc c'est comme ça que nous on veut s'intégrer dedans. Je disais, c'est super galère tout ce monde-là. Nous on veut être l'interface pour que des fintechs, des corporates puissent se plugger dedans et soit accéder à des services pour eux, soit proposer des services financiers plus simples à leurs clients et plus inclusifs. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut emprunter 8 000 € en stablecoin, il faut collatéraliser 10 000 € d'Ether, par exemple. Et du coup, c'est vrai que quelqu'un qui a, je sais pas, un CDI et qui veut acheter un appart ou qui veut faire un prêt pour des études, aujourd'hui, est-ce que tu vois un peu comment la DeFi peut se dessiner pour répondre à ce besoin? Alors là, on va parler sur de l'hypothétique, parce que de toute façon, c'est encore plein de choses à développer. Mais l'idée dans ces cas-là, c'est que tout sera pas. Les ordis, ça résout pas tout. La DeFi, ça résout pas tout. Il y a un moment, il faut des gens quand même. C'est juste qu'ils n'auront pas le même rôle. Et l'idée, c'est que si tu peux collatéraliser ton prêt DeFi avec la maison que tu es en train d'acheter, sous forme d'hypothèque, en fait, tout simplement, ça veut dire qu'il faut un tiers quelque part qui arrive à tokeniser ça, à le mettre sur la blockchain. Mais l'idée, c'est que tu peux le plugger dans le même protocole DeFi derrière. Ça, c'est la réponse brute de décoffrage. Il y a plus intelligent que ça à faire, mais ça, ce serait le truc le plus basique pour utiliser les protocoles d'aujourd'hui. Il y a d'autres choses aussi, c'est que la DeFi, c'est pas que le fait d'interagir directement avec des protocoles blockchain. Par exemple, tu peux aller voir un desk de prêt, comme Genesis ou autre, qui va, lui, ce desk de trading, se servir des différents protocoles disponibles et te proposer, clé en main pour le coup, donc c'est d'humain à humain, un prêt sous-collatéralisé. Mais il se sera reposé derrière, non pas sur une infrastructure bancaire classique, mais sur un savant mélange de trades bien passés et d'emprunts sur la DeFi. Mais derrière, il y aura quand même un contrat avec un être humain. Donc, ce n'est pas encore la solution idéale. On n'est pas sur de la pure finance décentralisée. Voilà. J'ai pas mieux que ça à t'apporter, je suis désolé aujourd'hui.
Du coup, par rapport après, je ne sais pas si ça existe déjà, mais est-ce que c'est possible d'envisager d'avoir un NFT comme collatéral pour emprunter? Et après, ça pose peut-être problème aussi sur la valorisation. Ouais, t'as tout compris. Moi, je connais bien les types chez Genesis aux US. Ils ont prêté 1,5 million il y a un mois à quelqu'un contre un collatéral. Alors, le truc, c'est que tu as deux approches pour faire un prêt contre ton NFT. Soit tu essayes de le faire sur de la pure DeFi, mais il y a assez peu de protocoles, ou en tout cas c'est compatible avec assez peu de gamme de NFT, mais c'est déjà ça. Soit pour l'instant tu viens voir des gens comme nous, comme CDSK-là, qui vont te faire des choses un peu plus sur mesure. Et donc c'est possible. Ce qui va se passer, c'est que ouais, la valo, en gros, si ton truc il a été acheté 3 fois et que la valo elle a fait fois 25 000 à chaque fois, je peux te garantir que ce ne sera pas ce prix-là qui sera pris en compte. Ce sera peut-être 5 ou 10%, tu vois. Bon, il y a un gros haircut. Mais ça, absolument, ça se fait et c'est mieux que rien. Mais surtout, juste ce qui se passe en ce moment avec le marché des NFT, il y a assez peu de desks ici Aventure. C'est des gens qui ont des compétences en gestion des risques qui sont assez poussées, quoi. Voilà. Je crois que c'est fini, je viens de voir le truc rouge. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Je dois repartir juste après, mais vous allez sur Shield Market et vous envoyez un mail si vous êtes curieux. Il n'y a pas de souci. Merci. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still